La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale, après cette très belle chanson qu'on vous a proposée, ensuite de la publicité. À présent, ça va être la revue de presse avec Jean-Jacques Gizé, qui est déjà confortablement installé. Peut-être Sylvain Moncam. Oui. On va tout d'abord, avant d'accueillir Jean-Jacques, souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Armand ce matin, puisqu'ils sont à l'honneur. Je pense au représentant résident de l'IAI Cameroun, M. Armand Claude Abanda. Je pense à un confrère, grand frère, Armand Okol. Bien d'autres Armand, Jean-Jacques, que vous connaissez certainement. Peut-être Armand Medou, qui est de la CRTV, Armand Medou. Et beaucoup d'autres Armand Mougok, je crois que c'est également son nom. Je veux davantage souhaiter un joyeux anniversaire à une maman. Elle est à l'école d'application de Mora. Maman Djogou Marie-Josette, elle a 50 ans aujourd'hui. Maman Djogou Marie-Josette, on lui souhaite un joyeux anniversaire, un brillant joyeux anniversaire là-bas du côté de Mora. Comme on dit, c'est l'une de mes mamans. On souhaite également un joyeux anniversaire à Stéphanie Mekamgang. C'est une comédienne bien connue au Cameroun. Stéphanie qui a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Elle est à quel âge? Elle n'a pas peur de vieillir, la maman. La maman a un quart de siècle déjà, c'est bien. Elle assume un demi-siècle, un demi-siècle, pas un quart. Un demi-siècle. Voilà, elle assume justement ses 50 ans, elle les mérite. Elle fait le travail qu'il faut. Elle a élevé des enfants aujourd'hui qui ont grandi. Naturellement, elle doit pouvoir assurer ses 50 années. Maman Djokou, du côté de Mora, joyeux anniversaire. Stéphanie, 1 an de plus. On va se contenter de tout cela. On lui dit merci pour tout le travail qu'elle fait dans la production cinématographique et autres. On l'a bien connue dans ce rôle de l'épouse de Manolap dans une série à succès au Cameroun qui s'appelait Le Procès, je crois. Aujourd'hui, qu'elle est également coproductrice de ses propres œuvres. En tout cas, joyeux anniversaire. Merci, monsieur. La une des journaux parue en kiosque ce jour, Jean-Jacques, on y va tout de suite et maintenant. Mutation est un sujet qui est relatif à la loi des finances au Cameroun, qui a des conséquences sur la fréquentation des hôtels au Cameroun. Il y a une taxe qui a été arrêtée, qui s'appelle la taxe de séjour, qui est en application dans notre pays, qui demande à ce que les clients payent pour le séjour dans les hôtels. Le paiement de cette taxe-là, le coût est de 1 000 à 5 000 francs en fonction justement du standard et du standing de ces différents hôtels. Sauf que cette taxe-là est citée parmi les causes de la baisse de la fréquentation dans les hôtels au Cameroun. Mutation parle de cette actualité. Le taux de fréquentation en baisse pratiquement de 40%. Au-delà justement de cette taxe sur le séjour qui est plus forte que celle appliquée dans d'autres pays. Le cas du Gabon par exemple, on paye 500 francs CFA là-bas. Au Cameroun, c'est de 1 000 à 5 000 francs CFA. On parle également de l'état de sécurité, les tensions sociales dans le nord-ouest et le sud-ouest également, qui sont à l'origine aussi de cette baisse de la fréquentation des hôtels dans notre pays, tel que constaté justement par les spécialistes qui ont marqué justement un arrêt, c'était hier ici à Yaoundé, et qui dénoncent justement cet état de choses, davantage la taxe sur le séjour au Cameroun qui est un gros problème pour la fréquentation des hôtels dans notre pays. Mutation, comme beaucoup d'autres titres ce matin, parle d'actualité, l'actualité liée justement à ce rejet de la liberté provisoire pour les leaders de la crise anglophone ou des leaders anglophones, comme on a fini par les baptiser. Ils vont comparaître justement étant détenus le 29 juin prochain. Mutation parle également de ces nominations, on va le dire ainsi, de ces mouvements de la magistrature au sorti du Conseil supérieur de la magistrature. Hier, l'un des faits majeurs notés justement par les mutants ce matin, c'est la désignation d'un nouveau président à la tête du tribunal criminel spécial, Emmanuel Djéré, et le nouveau président du TCS. Ils ont été nommés hier, jusque-là secrétaire général du ministère de la Communication. Il retrouve ainsi la magistrature après avoir séjourné pendant de longues années dans la haute administration, notamment ce poste occupé du côté du ministère de la Communication. Il était secrétaire général de ce côté-là. Emmanuel Ndjéré, nouveau président du TCS, à lire dans les colonnes de mutation ce matin. Baromètre communautaire parle également de ce Conseil supérieur de la magistrature qui aura évité, selon notre confrère, des sujets qui fâchent, attendus
attendu depuis 2014, 3 ans d'attente, mais pas grand-chose. Finalement, c'était un conseil supérieur de la magistrature tout à fait ordinaire, avec des dossiers ordinaire aussi, pas de radiation des magistrats, pas d'autres faits majeurs, en dehors, par exemple, de la désignation de Epoli Mathias Allo, un magistrat d'expression anglaise, comme président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, et d'autres nominations tout à fait ordinaires, telles que l'indique justement notre confrère baromètre communautaire ce matin, qui dit justement qu'on attendait peut-être de radiation des magistrats, on n'en a pas eu, pas un mot sur la réforme de la Cour suprême dans l'optique des revendications de la partie anglophone. Les états généraux de la magistrature, qui sont en préparation depuis 2015, ont également été ignorés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le journal parle également de ces sujets d'actualité, notamment la crise anglophone, avec naturellement les décisions qui ont été prises du côté du tribunal militaire, mais davantage le Bamenda qui pardonne mais n'oublie pas. La vie a repris son cours quasi normal dans la capitale régionale du Nord-Ouest, mais l'opération Villemot du lundi rappelle que certaines plaies restent béantes, indique justement notre confrère ce matin, qui constate que le lundi reste encore mort de ce côté-là. Les activités normales ont quelque peu recommencé, mais les plaies restent ouvertes pour ce qui est des différentes revendications liées à la crise anglophone. C'est à lire dans les colonnes de baromètre communautaire qui nous propose un magnifique dossier ce matin sur le mal-être des villes africaines qui semblent présenter pratiquement les mêmes limites, les mêmes problèmes, et qui affiche justement ce mal-être qui constitue le défi de l'urbanisation. Selon notre confrère ce matin, le miracle des villes africaines est attendu dans cette lecture proposée justement par Baromètre communautaire ce matin. C'est justement l'urbanisation et l'autre rendez-vous manqué du continent africain. Des clichés de ce rendez-vous manqué sont proposés par notre confrère ce matin, des villes qui baignent encore dans une anarchie pratiquement absolue, avec des services de base qui ne sont pas suffisamment représentés. 86% des citadins au Gabon, la zone rurale est pratiquement abandonnée. Autant d'éléments proposés justement par notre confrère ce matin, qui constate également que les villes sont devenues ou demeurent les forces motrices de développement, même si quelques manquements sont encore observés. Magnifique dossier à découvrir dans les colonnes de baromètre communautaire ce matin. Défis actuels, c'est aussi le défi de la justice au tribunal militaire. Ces leaders anglophones qui vont encore rester en prison. Ils ont été maintenus. Leur demande de mise en liberté provisoire a été rejetée à l'issue de l'audience tenue hier, 7 juin, au tribunal militaire de Yaoundé. Un refus jugé non fondé par leurs avocats, qui disent dans les colonnes de défis actuels justement toute leur déception, parce qu'au sortir de l'audience du 24 mai dernier, tout était pratiquement clair là-dessus. On allait vers la libération provisoire de ces leaders, dit-on, anglophones. Ils sont maintenus en prison, et que Chamberlain Moko, qui a recueilli les interviews, les impressions de Maître Sim, on retient avec cet avocat justement la déception. Le membre du collectif des avocats défendant les leaders du consortium anglophone réagit après le rejet en bloc des 2 demandes de mise en liberté provisoire et de mise sous surveillance judiciaire des leaders de crise anglophone. Comment ont-ils reçu cette décision après cette audience qui aura connu quand même l'entrée en scène de Félix Kongo Agbo Fontem, mais surtout de BBC Mancho, pratiquement un superstar au tribunal militaire. Pour le quotidien Émergence, ce rejet de cette demande de liberté provisoire peut avoir une explication. Comment comprendre le revirement de Paul Biya aujourd'hui? C'est le titre choisi par notre confrère en sa grande une. Véritable coup de tonnerre enregistré au tribunal militaire lorsque le président du tribunal a refusé de rendre le verdict permettant la libération de Maître Agbo Bala et Dr Fontem Neba. Voici pourquoi le gouvernement a fait marche arrière, précise notre confrère ce matin, qui dit que le gouvernement était entré en négociation avec ses leaders anglophones. Le chemin vers la libération provisoire était même déjà connu, et même apprend-on avec le quotidien Émergence ce matin que ces leaders anglophones devaient être employés entre guillemets dans le cadre d'une campagne d'apaisement qui devait être menée sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Interroge le quotidien Émergence ce matin, qui se fondant sur quelques informations venant de la prison ici à Yaoundé,
apprend-on que le gouvernement, disent ses représentants des leaders anglophones, n'a jamais été honnête, d'où peut-être ce revirement qui est observé devant le tribunal militaire. À lire dans les colonnes du quotidien Émergence, qui nous parle également de ce Conseil supérieur de la magistrature qui pourra sceller le sort de quelques magistrats. Dans les kiosques également à découvrir la grande une de Le Messager qui parle également de ces leaders anglophones qui resteront en prison, pour être un peu plus clair avec les décisions qui ont été prises par le tribunal militaire hier. Le journal de Fepus Diawé revient sur cette actualité. Ils vont rester en prison. Là, après également, le fils de Paul Aya Aben a été interpellé au tribunal militaire. Justement, quelques premières informations proposées par Le Messager indiquent qu'il aurait été surpris en train de faire des images à l'intérieur de cet espace judiciaire. Son papa à lui, Paul Aya Aben, qui a été justement envoyé, comme on le dit trivialement, à la retraite à l'issue des textes qui ont été lus hier au sortir du Conseil supérieur de la magistrature. À lire également dans les colonnes de la presse ce matin, la grande une de la Nouvelle Expression, le journal de Séverin Tchunke qui nous parle justement de cette parole ou de ces paroles prophétiques d'un pasteur, celle de Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda, parole prophétique d'un pasteur, obligé à revoir le contenu d'un ouvrage qui était pratiquement bouclé également et qui devait faire état de quelques mots-clés, mots M-O-T-S, mais également les mots M-A-U-X dans le fonctionnement de l'Église catholique. Titre La Nouvelle Expression en sa grande une ce matin, qui parle également de cette crise anglophone et la surveillance judiciaire qui a été refusée aux leaders. Dans la presse également, Info Matin revient sur cette information venant du ministère des Enseignements secondaires qui confirme ainsi le déblocage d'un pactole spécial pour l'organisation des examens de fin d'année pour la session 2017. Décision prise par le chef de l'État. Ce pactole spécial qui a été mis à la disposition du ministre de l'Enseignement secondaire et qui annonce justement le début de paiement pour les droits de quelques personnels engagés dans ces opérations d'examen 2017. Le début des paiements sur l'ensemble du territoire national, c'est à partir d'aujourd'hui. Concernant le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala et Tundi Ngwa, appel à la retenue, peut-on lire également dans les colonnes d'Info Matin. Ce matin, le journal qui nous rappelle aussi ce décès aussi tragique et dans des conditions qui restent troubles du côté du coupé Manengouba. C'est un autre prêtre qui a été retrouvé mort dans ses appartements dans des conditions mystérieuses, indique le journal Info Matin. De Poste retrouve en tout cas l'information déjà proposée par Le Messager ce matin concernant le fils de Paul Aya Aben qui a été interpellé hier au tribunal militaire, apprend-on justement, et l'information barre la une de Post Weekender ce matin qui nous parle également de ce maire, cet ancien maire du RDPC qui s'engage à la course à la présidentielle contre le président Paul Biya. Le journal parle là de Paul-Éric Kingel, ancien maire de Njombe Penja, qui a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Kanga Info est dans les kiosques ce matin et nous parle de la discipline au sein de l'armée camerounaise, les décisions qui viennent d'être prises par les autorités militaires. Le MINDEF frappe du poing sur la table, titre le Kanga Info. Ils étaient une trentaine à avoir manifesté, barricadant la nationale numéro 1 dans l'extrême nord pour revendiquer quelques paiements, mais également la relève immédiate. Les autorités de l'armée, la défense ont rapidement sévi et les sanctions ont été prises, indique Kanga Info, qui parle également de ces crimes au sein de l'Église catholique. À qui profite le crime, interroge notre confrère ce matin. Puis le détective annonce le départ du sol camerounais de celle-là qui occupait les fonctions d'ambassadrice d'Italie au Cameroun. Samuela Isopi fait ses adieux au Cameroun. Le journal consacre en tout cas sa grande une au départ de cette diplomate qui aura quelque peu fait reculer les règles assez rigides de la diplomatie par son attitude, par son engagement, par également, on va le dire, son accoutrement pas du tout diplomatique. Parfois, elle s'en va, Samuela Isopi, avec également des succès qui ont été menés dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et l'Italie. Les adieux, en tout cas, proposés par le journal de Patrick Chua ce matin. Le journal parle également de cette rupture de contrat avec la Camerounaise des Eaux, retour aux sources de l'État, titre le détective qui est dans les kiosques ce matin.
Dans les kiosques également de Guardian Post, qui parle de cette interpellation de fils Aya Abin, mais également de ces décisions qui ont été prises à la Cour, au tribunal militaire, sur le maintien en prison des leaders anglophones qui passeront devant les tribunaux, le tribunal le 29 juin prochain. On sera ainsi fixé sur le sort qui leur est réservé. Le journal n'oublie pas également cet ancien maire du CPDM, le Cameroun People's Democratic Movement, l'appellation en anglais du RDPC, qui va challenger le président Paul Biya en 2018 lors de la présidentielle, le cas Paul-Éric Kinguet. Le quotidien Épervier dans les kiosques ce matin nous parle de ces réformes qui sont en marche à l'Agence des normes et de la qualité, la NOR, qui ne sera plus subventionné par le ministère des Finances, qui va fonctionner dans une sorte d'autonomie et du coup, avec un budget 2017 finalement recadré, indique que le journal en sa grande une ce matin. Une session du conseil d'administration s'est tenue hier ici à Yaoundé avec cette annonce faite par le président Bayrou Fadi, le président du conseil d'administration de la NOR, sur la nouvelle vision et le recadrage désormais du budget, en commençant par celui de l'année 2017. Le quotidien Épervier parle également de la situation à l'église catholique avec ces meurtres, entre guillemets, en série. Pourquoi imams et pasteurs de leur côté ne sont pas ciblés, interroge notre confrère ce matin, qui annonce également le début de paiement pour les frais de correction relativement aux examens officiels de la session 2017. Éco Matin par l'économie avec le cas de l'agriculture. Le Cameroun viole les objectifs de financement de la déclaration de Maputo. Le pays s'était engagé à financer à pas moins de 10% les projets agricoles. Le gouvernement camerounais, c'était en 2003, avait pris cet engagement à consacrer 10% de son budget annuel à ce secteur pour améliorer la production. Bien que le budget de 2017 consacre 101 milliards au secteur, cela représente seulement, tenez-vous tranquille, 3% du budget est prévu par la loi des finances et du coup, l'État du Cameroun est hors la loi relativement aux accords de Malabo de Maputo qui visaient justement la mise en place de ce budget. Au moins 10% pour les projets agricoles. Le Cameroun n'est qu'à 3%, d'où le titre choisi par Éco Matin en sa grande une ce matin. Le journal nous parle également de cette mobilisation financière dans le cadre du CD2, 13 milliards de francs CFA pour la troisième phase du PNDP, le Programme national de développement participatif qui est engagé désormais avec également ce guichet de performance qui va permettre à hauteur d'1 milliard de francs CFA de récompenser les meilleures communes en matière de performance économique, mais également de recherche de financement. Les financiers d'Afrique parlent financement avec ces 202 milliards de francs CFA pour le transport de l'électricité. Le financement obtenu par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire permettra d'améliorer le rendement et la fiabilité du réseau électrique au Cameroun. Ces financements, les accords relatifs ont été présentés hier ici à Yaoundé entre les structures compétentes, mais également l'État du Cameroun représenté par le ministère de l'économie. Le ministre Lupaul Motazé qui est présenté par Africa Express ce matin comme un bulldozer des projets structurants. C'est la petite une choisie par Africa Express qui est dans les kiosques. Beaucoup d'activités, un déploiement à nul autre pareil à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour le ministre de l'économie Lupaul Motazé, chargé justement de la mise en œuvre des projets structurants. Des financements sont désormais nombreux, démontrant ainsi la crédibilité à l'international du Cameroun, d'où la multiplication de ces financements, un travail de fourmi mené par le ministre de l'économie Lupaul Motazé, apprend-on dans les colonnes d'Africa Express qui consacre sa grande une, vous l'avez vu, au temps de la Renaissance qui a sonné du côté de la République centrafricaine. Faustin Archange Touadéra, le président de la République, après la période de crise, une élection démocratiquement correcte. Aujourd'hui, les chantiers sont nombreux, ouverts du côté de la République centrafricaine pour sonner justement ce temps de la Renaissance. Sur quoi se fonde le temps de la Renaissance? C'est le gigantesque dossier proposé par Africa Express, qui est dans les kiosques ce matin, qui fait, au-delà de la République centrafricaine, la présentation de ces différents chantiers et projets, le tour du continent africain dans les coulisses, au Tchad, au Nigeria et beaucoup d'autres éléments politiques, le cas de l'Angola avec Dos Santos, ce qui est désormais sur la sortie, mais également les questions d'insécurité, en bonne place les questions de la gestion des réfugiés au Cameroun et ailleurs, mais également on
peut vivre la situation du côté du Sénégal avec Macky Sall qui serait dans le Saldra. Ça va en jeu de mots choisi justement par Africa Express qui est dans les kiosques ce matin, qui n'oublie pas de parler également du retour de la famille Wade dans la scène politique du côté du Sénégal, peut-être cette fois-ci avec une place de plus en plus politiquement, dit-on correct entre guillemets, de Karim Fall, le Wade, le fils justement de Maître Abdoulaye Wade. Karim, sur les traces de Wade, peut-on dire également à partir de la grande une d'Africa Express qui est dans les kiosques ce matin. Et je vous permets de découvrir ce matin ADC Info, le journal des aéroports du Cameroun. C'est un magazine d'information des collaborateurs de la société Aéroports du Cameroun qui nous présente ainsi l'ensemble des chantiers menés aujourd'hui pour la rénovation des chaussées aéroportuaires. C'est pratiquement la fin des travaux qui est annoncée de ce côté. C'est une campagne de relooking, mais également de recapitalisation pour ce qui est des performances des aéroports dans notre pays, notamment des chaussées aéronautiques. Les travaux qui ont été menés à Yaoundé, ceux qui sont en train d'être menés à Douala, montrent justement les nouveaux visages de ces chaussées aéronautiques dans notre pays. Le ministre des Transports est pratiquement à la manœuvre, Edgar Alem Bengo, pour pousser un peu plus loin ces travaux. D'ailleurs, il avait annoncé tout cela lors de la cérémonie de présentation des vœux 2017, tel que nous le rappelle en tout cas ADC Info, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous propose pratiquement tout sur les travaux et la vie du secteur aéroportuaire dans notre pays. Merci Jean-Jacques pour la revue de ce matin et les différentes unes présentées et les sujets traités par nos amis de la presse écrite. On va s'arrêter un temps soit peu pour visiter un ou deux sujets qui retiennent notre attention ce matin. Tout premier sujet, Sidan Monkam. On va parler des villes ce matin, Jean-Jacques, villes qui représentent une force motrice de développement, mais qui baignent toujours dans l'anarchie totale. Le cas, par exemple, du Cameroun, avec de nombreux problèmes d'urbanisation. La question est là. A-t-on pensé à la ville dans les continents, dans les pays africains? A-t-on conçu les villes? Vous savez que la plupart des villes en Afrique sont nées de façon spontanée. Certaines sont des cadeaux de la haute administration pour les régions, peut-être pour réclamer des performances, j'allais dire, électorales. Vous voyez par exemple au Cameroun ce qu'on considère comme des villes aujourd'hui qui sont les chefs-lieux d'arrondissement. Hier c'était les chefs-lieux de district. C'est généralement une ou deux cases et puis on décide de créer une représentation de l'administration de ce côté-là. On décide de faire la ville, parfois pas sur des bases objectives, parce que lorsque vous prenez la densité en termes de population, parfois vous vous interrogez la nécessité d'avoir une ville ou un siège des institutions dans cette localité. Lorsque vous voyez parfois les kilométrages entre cette ville nouvellement créée et celle anciennement créée, vous vous rendez compte justement qu'il y a peut-être un problème. Les villes africaines sont nées de façon spontanée, parfois autour d'une activité agricole, parfois autour d'une activité d'exploitation forestière, parfois autour d'une activité. La ville est venue naître. Et du coup, lorsqu'il n'y a pas un plan d'urbanisation à la base, on se retrouve justement avec les situations que nous déplorons aujourd'hui. C'est-à-dire que des villes qui n'ont pas des infrastructures de base appropriées, les routes n'ont pas été tracées, n'ont pas été dessinées, les pistes d'acheminement de l'eau et l'électricité n'ont pas été conçues au départ. On se retrouve avec justement des agglomérations qui sont juste, j'allais dire, l'étendue de quelques maisons relativement propres, relativement belles, avec quelques commerces, et on appelle cela la ville dans le continent africain. Ailleurs, la ville est pensée. Vous prenez le cas de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. La ville avait été pensée par Félix Houphouët-Boigny. On a commencé par un plan d'urbanisation, par un plan d'occupation des sols, par la mise en place des infrastructures de base avant d'aménager justement le côté qu'on aime voir dans les villes, c'est-à-dire belles maisons et autres. C'est le cas aussi d'Abuja. Au Nigeria, la ville avait été pensée bien avant, on l'avait dessinée avant. Le Cameroun a vu des projets comme cela. Le projet Sawa Beach à Douala, qui est soit somnolent, soit en agonie aujourd'hui, ou même mort, porté par le général Etonde Kotor, qui à cette époque-là a été délégué du gouvernement auprès
de la communauté urbaine de Douala et beaucoup d'autres responsables à la tête de cette communauté urbaine. Mais ce projet est mort-né pratiquement. Pourtant, la ville de Douala avait constaté justement qu'il n'est pas possible d'avoir une ville viable avec justement ce qui est perçu et aperçu aujourd'hui à Douala. Il fallait penser à autre chose, délocaliser la ville, aller créer justement un centre urbain avec toutes les structures de base. De ce côté-là, justement, on parlait déjà au-delà des routes, des logements, pharmacies et autres qui étaient pensés. Il y avait toute une ville moderne, y compris les aires de jeu. Arriver dans les villes, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos anciennes villes, nos vieilles villes, même les espaces verts, il faut forcer. C'est pour cela qu'il faut tirer un coup de chapeau à Gilbert Timévouna, par exemple, qui a réussi le tour de force d'aménager les espaces publics, les espaces verts dans la ville de Yaoundé, qui n'en avait pas. Certains espaces, justement, qui étaient pratiquement à l'abandon, qui étaient le refuge des bandits, aujourd'hui sont devenus viables, on peut y vivre. À Douala, le casse-tête est un peu plus compliqué. La plupart des villes camerounaises vivent justement cette situation-là. On n'a pas pensé à la vie de la ville. On a pensé à aller vivre en ville sans penser à la vie de la ville elle-même. Nos villes ne vivent pas, elles suffoquent. Les routes, les aménagements, les trottoirs, les parkings et autres ne sont pas du tout pensés. Et du coup, c'est la porte arrière d'un habitant qui ouvre à la porte principale d'un autre voisin. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui d'aménager, de repenser les villes. Le plus important, c'est d'anticiper. Lorsqu'on veut faire une ville, parce qu'on doit faire des villes aujourd'hui, on doit les penser, elles doivent être tracées à la carte, on doit associer architectes et autres pour qu'on ne se retrouve pas avec pratiquement des boulots de changement que nous avons. Le ministère de la Ville s'occupe du développement de la ville, ce qui s'appelle justement développement urbain aujourd'hui, s'occupe du développement de la ville, de l'aménagement de la ville, de la conception, on peut le dire également de la ville. Mais le ministère du développement urbain est créé au Cameroun après l'existence déjà des villes, ce qui complique davantage son travail et qui devrait l'amener aujourd'hui à penser de nouvelles villes, à avoir des projets pour les nouvelles villes. Il faut qu'on ait un nouveau Yaoundé. Vous savez, lorsqu'on annonce un nouveau Yaoundé, on dit Biteng, par exemple, va devenir nouveau Yaoundé. 2 ans plus tard, ce nouveau Yaoundé devient l'ancien Yaoundé parce que justement on a commis les mêmes fautes de ce côté-là. On n'a pas pensé à l'aménagement rapidement et du coup on s'est retrouvé avec les gens qui vendent le terrain n'importe comment, avec les gens qui délivrent les permis de bâtir n'importe comment et du coup vous avez une ville désharmonisée, ça ressemble au rang des maquisards, vous avez des immeubles de 3-4 niveaux ici, vous avez un immeuble un peu plus bas, derrière vous avez le marécage, ainsi de suite. Les villes n'ont pas un visage harmonisé. J'aime souvent écouter le maire de Yaoundé 7 qui dit souvent que lui, s'il avait pensé ce qu'il pense de Yaoundé 7, c'est d'avoir par exemple une ville, j'allais dire, homogène. Vous prenez l'axe central, vous avez pratiquement plus ou moins la même architecture, avec la même clôture, à la seule différence qu'il y a l'adressage, et vous savez que je suis à la 103, à la 104, ainsi de suite. Et la seule différence est de ce côté-là. Et la communauté s'occupe de l'aménagement de la façade, c'est-à-dire les routes, trottoirs et clôtures pour tous. Maintenant, il vous revient à vous de faire vos aménagements intérieurs. Mais la ville est pensée à la base, à l'origine, par la municipalité ou par le département ministériel qui est en charge justement du développement et de l'aménagement de la ville. Et il pensait justement que de ce côté-là, on pourrait penser justement à des villages, écoles, comme en Chine par exemple. Vous avez des cités universitaires. Les universités sont d'un même côté. Si vous allez dans la banlieue de Shanghai, qu'on a eu le bonheur de visiter, vous trouverez que toutes les universités sont d'un même côté et c'est un village totalement universitaire. Vous avez une université ici, vous passez à une autre, ainsi de suite. Comme ça, les mouvements de déplacement des populations, de la population estudiantine, c'est vers le même sens. Vous avez les écoles secondaires qui suivent et peut-être primaires et maternelles. Ce qui fait que lorsque vous avez un véhicule qui s'occupe du transport de vos enfants pour l'école, le véhicule prend la même direction, laisse le plus petit à la maternelle, celui qui suit au secondaire ou au primaire, ainsi de suite. Et on n'a pas besoin de voir les voitures qui s'entrechoquent parce qu'il y en a qui courent vers Yaoundé Est pour envoyer l'enfant à l'école, d'autres vont vers Yaoundé Nord pour envoyer l'enfant à l'école, ainsi de suite. Et vous avez le malheur justement que votre enfant est à Yaoundé Nord pour l'université, il est à l'école primaire à Yaoundé Est, vous avez celui qui est au secondaire à Yaoundé Centre, ça complique tout parce que les villes n'ont pas été pensées à la base. Je pense
pense qu'il n'est pas tard. On peut, avec le développement à la pensée de nouvelles villes aujourd'hui, d'essayer de décongestionner les centres urbains, aller vers la création de nouvelles villes. Je pense que du côté d'Oulembe, avec les logements sociaux là-bas, on a une autre ville qui est en train de naître. Mais elle va exister le temps d'une rose, parce qu'après, les mêmes gens vont revenir construire les échoppes, les call-box, les stations de ci ou ça, en désordre de ce côté-là. Et puis on va rebaigner dans la même anarchie, telle que décriée par le baromètre communautaire ce matin, ce qui se passe avec les vieux Kansiks. C'est-à-dire que les gens ont commencé à obstruer même les rues qui étaient aménagées dans les Kansiks. On a commencé à construire les échoppes, on casse la clôture, on vous met le guichet de quelqu'un qui vend le soya. Et il y a beaucoup de choses qui ont détruit justement même l'image qu'on souhaitait de ces Kansiks-là. Et les gens qui ont racheté les maisons, qui ont ajouté les dépendances, qui ont ajouté les vérandas qui traversent, même débordent la clôture, et ainsi de suite. Donc on laisse faire. Et nos villes deviennent quand les prendre des goûts, hein, à la cité verte, c'est grave, à une certaine heure, des odeurs. Merci Jean-Jacques. À ce rythme-là, ça va être difficile d'atteindre. On a eu une image d'une ville là, une très belle image que nous a proposée Baboulé ce matin. Ça va être difficile, même à l'horizon 2045. Si on conduit à ce rythme, on pourra avoir une belle ville. D'accord. Hier, je disais, voilà. Vous voyez, cette ville, vraiment. À notre rythme ici à Yaoundé, vraiment avoir une ville comme ça. Les pays qui pensent à l'avenir, les pays qui pensent à l'avenir, c'est qu'il faut délocaliser Yaoundé, la capitale. Il faut faire beaucoup de casse. Oui, beaucoup de casse. Ou transporter la ville dans une autre. Si on veut réussir, il faut faire la casse. Et à Douala, justement, le projet avait été d'éviter la casse. Parce que s'il faut refaire Douala, on va beaucoup casser. On va marcher sur les maisons, ainsi de suite, les conséquences sociales. Mais on peut choisir une région. Et on avait choisi justement d'aller faire la nouvelle ville de Douala au niveau de la mangrove. Transformer la mangrove, la refaire. Je crois que le projet était de 500 000 milliards, un truc comme ça, qui avait été avancé par la communauté urbaine. Il fallait trouver de l'argent de ce côté-là. Malheureusement, c'est Edouard Dekoto qui s'est retrouvé en prison. On sait tout ce qui s'est passé. Le projet a été détourné à gauche et à droite. On a même vu des gens qui sont sortis de nulle part, qui ont annoncé que eux, ils avaient trouvé des financements. Il y avait une femme politique à cette époque-là qui avait fait une conférence de presse à Douala pour dire que ça y est, les gens qui vont financer sont même là au-dessus, dans ce même hôtel, pendant qu'on parle là. Ils nous écoutent et que l'argent est déjà disponible. Il n'y a jamais eu le projet Sawabich du côté de Douala, ce qui est dommage. Merci. Hier, je disais tantôt, on va revenir sur le sujet des enquêtes qui parfois traînent à être élucidées. On a eu le cas, par exemple, de certains hommes d'église qui sont assassinés. On a eu le cas il y a quelques mois de ces personnes qui mouraient dans les villages après avoir consommé, je ne sais pas, soit du vin ou quelque chose comme ça. Quelque temps, on a eu des informations, mais après, on n'a plus rien eu. Pourquoi ça commence bien et ça bloque et finalement, ça devient ce qu'on appelle parfois des enquêtes impossibles? Vous savez que l'Africain, le Camerounais, l'Africain aime gérer l'émotion. L'émotion est liée à l'événementiel, ce qui est chaud. Dès que quelque chose est chaud, tout le monde en parle. Et puis un autre sujet chaud qui arrive, on oublie l'ancien sujet chaud, on suit le nouveau. Vous allez voir que le sujet chaud au Cameroun va être cette affaire de magistrature et ainsi de suite. On va même commencer à oublier que Monseigneur Bala a été retrouvé mort dans des conditions assez dramatiques. Tout le monde suit l'actualité, on oublie les vrais sujets et cela semble plaire à ceux qui ont la charge de la gestion de certains dossiers qui sont parfois brûlants. Les patates chaudes à ce moment-là sont rapidement abandonnées parce que nous-mêmes nous ne suivons pas ces affaires jusqu'au fond. Dès qu'on a fini de dire tout ce qu'on a dit, les réseaux sociaux ont massacré qui ils ont voulu massacrer, les journaux ont également écrit ceux qu'ils ont écrit et puis finalement c'est terminé. Ceux qui sont chargés de l'enquête, qui n'ont même pas été identifiés au départ, naturellement se retrouvent tranquillement calmes dans leur coin et cela aide à ce que nous constatons aujourd'hui. Cela établit justement cet abandon de dossier parce qu'on ne suit jamais rien jusqu'au bout. Et le continent africain s'est réfléchi comme ça. Que ce soit au Cameroun ou ailleurs, lorsqu'il y a une affaire assez difficile, assez accablante, naturellement, on injecte autre chose, on donne autre chose au public, on vous sert quelque chose à manger pour désorienter les uns et les autres et naturellement enterrer le dossier qui était chaud et qui engageait parfois certaines personnalités de façon incroyable. Voilà le mode opératoire
dans le continent africain. Le cas n'est pas singulier au Cameroun, ça se passe ainsi partout dans le continent africain. C'est devenu une forme de gouvernance, c'est-à-dire qu'on fait le dos rond, on vous donne une fausse piste ou on vous crée une piste et vous vous embourbez, vous embarquez tous là-bas. Regardez comment nous suivons l'actualité au Cameroun. Une fois qu'on a fini de parler de la crise anglophone, on vous sert un dossier, tout le monde court et on oublie le dossier relativement à la crise anglophone. Dès qu'il n'y a pas autre chose de très fort, naturellement on vous conçoit par exemple une nomination, une arrestation, une condamnation. Et du coup, tout le monde se verse dans ce nouveau dossier-là. On a détourné l'attention des uns des autres et le dossier phare, celui qui fâche, est oublié. Il faut dire aujourd'hui que nous n'avons pas la culture de la reddition des comptes. Ce n'est pas souvent seulement au niveau des enquêtes, mais de façon globale, on a de la peine à rendre compte dans notre pays. C'est l'une des faiblesses du management style africain, style camerounais. Chaque fois qu'on vous dit « rendez-moi compte », vous avez l'impression qu'on vous en veut. Vous oubliez que cela fait partie de votre travail normal. Si on vous envoie en mission, P. Byron, lorsque vous revenez, première chose, rendez compte. Mais lorsqu'on vous demande de rendre compte de la gestion que vous avez faite, par exemple, des frais de mission, vous avez l'impression qu'on vous soupçonne d'avoir volé quelque chose. Pourtant, ce n'est que normal. C'est normal aujourd'hui qu'on vous demande de rendre compte. On ne doit même pas vous demander. Ça fait partie justement des procédures. Mais est-ce que si les Camerounais s'intéressent à l'actualité, ça justifie le fait que... Nous sommes en train d'y arriver. Écoutez bien notre raisonnement. Oui. Pour dire aujourd'hui que ces tâches-là, ces habitudes n'épargnent rien du tout. N'épargnent rien du tout, même au niveau des enquêtes. Mais nous n'allons pas conclure ici pour dire que les enquêtes ne sont jamais bouclées. Parce que le contenu d'un rapport d'enquête a un destinataire. Ces gens font leurs enquêtes jusqu'au bout et savent exactement ce qui s'est passé. Il ne revient pas aux enquêteurs de rendre public le contenu de leurs enquêtes. Ce n'est pas possible du tout. Même dans la plus petite administration familiale, il y a qui de droit qui est le destinataire de ces rapports d'enquête. Maintenant, l'exploitation de ces rapports d'enquête ne dépend que du choix de qui de droit. Qui peut décider de les rendre publics? Il a décidé de rendre public quelques points. Par exemple, le chef de l'État de la catastrophe ferroviaire, l'enquête sur la catastrophe ferroviaire des ECA, il peut poser des actes qui, en fait, relèvent de l'exploitation de ce rapport d'enquête. Certains limogeages, vous ne savez pas d'où ils viennent. Certaines mutations, vous ne savez pas pourquoi le chef de l'État les décide. Certaines sanctions, certains dossiers qui sont portés devant la justice et le quitus que donnent certains responsables, vous ne savez pas pourquoi. C'est justement parce que qui de droit a reçu des informations, parce que qu'on ne nous trompe pas, il n'y a pas plus informés que eux qui sont au-dessus. Ils ont toutes les informations claires sur des aspects précis. Maintenant, ils ont également, puisqu'on leur a donné ce pouvoir, la liberté, entre guillemets, le choix de l'opportunité de publier, de décider, de sanctionner ou autre chose relativement à ces rapports d'enquête. Mais vous comprenez justement, ce qui gêne les Camerounais, c'est d'avoir l'impression justement que ceux qui sont au sommet de l'État ont oublié ce qui les rappelle aux plus petits, c'est-à-dire rendre compte. Ceux qui sont au sommet de l'État bénéficient d'un mandat qui a été donné par les plus petits que nous sommes. La force du bulletin de vote donne le pouvoir à ces gens. Et, comment on va dire, le contrat qu'on a avec ceux qui ont été choisis par nous, c'est que comme on les a choisis, qui nous rendent également de temps en temps compte ou qui nous rendent compte. Ne pas le faire, parfois donne l'impression justement d'un je m'en foutisme, donne l'impression de ce que on s'en fout de vous, pourtant c'est vous qui avez donné le mandat à ces gens. Donc il y a plusieurs niveaux de réflexion à mettre en place, mais pour dire clair, il n'y a aucune enquête abandonnée. Les résultats sont connus, ils ont été exploités ou sont en train d'être exploités d'une façon ou d'une autre par ceux qui ont la gestion de ces rapports d'enquête, maintenant qui ont le choix de la façon, de la manière des options choisies pour des sanctions relativement à ces différentes enquêtes dont les résultats sont portés à leur attention. Mais je comprends que nous soyons tous gênés parce qu'on a l'impression qu'ils ne nous rendent pas compte. Donc notre souci, c'est que de temps en temps, qu'on nous rende compte. Dans des États structurés, le Parti communiste chinois communique tous les après-midi à 17h. Tous les après-midi, un point de presse à 17h. Sur les sujets d'actualité nationale et internationale, et on donne la position du Parti communiste, c'est-à-dire la position de l'État chinois sur tous les sujets d'actualité, tous les jours à 17h. Oui.
à Pékin. C'est fait. On a l'habitude de voir quelques extraits à CCTV, la chaîne chinoise, ou à CNN, ainsi de suite, parce qu'il y a des journalistes qui sont accrédités. On a eu le bonheur de participer à ces séances-là, tous les jours à 17 h. Dans des pays également, même en Israël, on rend compte et naturellement, ça permet au peuple d'être en phase avec le pouvoir central, de savoir justement que le pouvoir central nous gère et nous respecte, parce qu'il est également question de respect dans cette affaire. Donc on va dire, on va attendre justement, peut-être que de temps en temps, le ministre de la Communication fait des communications, de temps en temps, le cabinet civil communique, ou le secrétaire général de la présidence de la République, mais que tout cela soit structuré, soit normé, qu'on sache qu'à telle période, vous voyez quelqu'un qui va sortir avec écrit derrière « Palais de l'Unité », comme c'est souvent généralement au niveau de l'estrade, pour dire que le palais s'exprime et donne son point de vue sur des situations. Certainement le 31 ou le 10 février, le 31 décembre ou le 10 février. Oui, là, ce sont des discours classiques du chef de l'État, qui sont des discours bilans et des discours de perspective. Mais l'État doit répondre aux questions d'actualité régulièrement. L'État doit communiquer, donner sa position, parce qu'aujourd'hui, il est bien difficile. Vous voyez, on parle par exemple des États-Unis qui se retirent des accords de Paris. On doit avoir la position de l'État du Cameroun sur un sujet comme celui-là. On voit par exemple la mobilisation au Sahel pour lutter contre le terrorisme. On va avoir la position du Cameroun par rapport à ce sujet. Donc régulièrement, les États doivent communiquer, pas seulement en réaction, mais en action aussi. Parce que généralement, la communication africaine est en réaction. Lorsqu'on a fini de dire qu'on est mauvais pays sur le plan touristique, mauvais pays sur le plan des droits de l'homme, ainsi de suite, que vous voyez un ministre sortir à gauche, l'autre à droite pour essayer de dire que ce que les autres ont dit est faux. Non, il faut anticiper, il faut communiquer. Nous avons Journée mondiale de l'environnement. Quelle est la position de l'État du Cameroun sur cette position? Nous avons Journée mondiale de ci. Quelle est la position du Cameroun par rapport à cette situation-là, et que la communication soit officielle et structurée? Ouais, ça doit être action-réaction. Je crois que Madame Abomo Monique Sylvie, professeure à l'INIEJ de SOA, qui nous regarde, est satisfaite parce qu'elle voulait qu'on revienne sur ce sujet ce matin. Et puis on va dire bonjour également à l'honorable Daïrou Amadou. Je sais que vous observez en ce moment le jeûne du Ramadan. Bonjour à vous en séjour à Yaoundé. Monsieur, on vous souhaite de récupérer pour le 20h. C'est une gymnastique très élevée. Profitez de la journée. Merci. Alors, il y a votre ami Akor Bongo Aban du côté de Bertois qui dit bonjour à pas mal de personnes. Il pense notamment à monsieur le maire de Mindourou. Il pense également à monsieur le colonel de peloton routier de Bertois. Au commandant du peloton routier. Commandant du peloton routier. Monsieur Zouzouan Mungele. Monsieur Zouzouan Mungele, qu'on appelle affectueusement Zozo. Voilà. Zouzouan, c'est le diminutif. Zozo. Et n'oublie pas Madame Akor Bongo Bibiane. Merci à vous de nous regarder du côté du soleil levant ce matin. Monsieur, on vous accompagne en publicité avec nos partenaires et on vous revient juste après pour la suite de votre matinale. Pratiquement de 40%, au-delà justement de cette taxe sur le séjour qui est plus forte que celle appliquée dans d'autres pays. Le cas du Gabon par exemple, on paye 500 francs CFA là-bas, au Cameroun c'est de 1000 à 5000 francs CFA. On parle également de l'état de sécurité, les tensions sociales dans le nord-ouest et le sud-ouest également, qui sont à l'origine aussi de cette baisse de la fréquentation des hôtels dans notre pays, tel que constaté justement par les spécialistes qui ont marqué justement un arrêt, c'était hier, ici à Yaoundé, et qui dénonce justement cet état de choses, davantage la taxe sur le séjour au Cameroun qui est un gros problème pour la fréquentation des hôtels dans notre pays. Mutation, comme beaucoup d'autres titres ce matin, parle d'actualité. La totalité liée justement à ce rejet de la liberté provisoire pour des leaders de la crise anglophone ou des leaders anglophones, comme on a fini par les baptiser. Ils vont comparaître justement étant détenus le 29 juin prochain. Mutation parle également de ces nominations, on va le dire ainsi, de ces mouvements de la magistrature au sorti du Conseil supérieur de la magistrature. Hier, l'un des faits majeurs notés justement par les mutants ce matin, c'est la désignation d'un nouveau président à la tête du tribunal criminel spécial, Emmanuel Djéré, et le nouveau président du TCS. Ils ont été nommés hier, c'était
jusque-là secrétaire général du ministère de la Communication. Il retrouve ainsi la magistrature après avoir séjourné pendant de longues années dans la haute administration, notamment ce poste occupé du côté du ministère de la Communication. Il était secrétaire général de ce côté-là. Emmanuel Ndiéré, nouveau président du TCS, à lire dans les colonnes de mutation ce matin. Baromètre communautaire parle également de ce Conseil supérieur de la magistrature qui aura évité, selon notre confrère, des sujets qui fâchent, attendus depuis 2014, 3 ans d'attente, mais par grand-chose. Finalement, c'était un Conseil supérieur de la magistrature tout à fait ordinaire, avec des dossiers ordinaire aussi, pas de radiation des magistrats, pas d'autres faits majeurs, en dehors, par exemple, de la désignation de Epoli Mathias Allo, un magistrat d'expression anglaise, comme président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, et d'autres nominations tout à fait ordinaires, telles que l'indique justement notre confrère Baromètre communautaire ce matin, qui dit justement qu'on attendait peut-être de radiation des magistrats. On n'en a pas eu. Pas un mot sur la réforme de la Cour suprême dans l'optique des revendications de la partie anglophone. Les états généraux de la magistrature, qui sont en préparation depuis 2015, ont également été ignorés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le journal parle également de ces sujets d'actualité, notamment la crise anglophone, avec naturellement les décisions qui ont été prises du côté du tribunal militaire, mais davantage le Bamenda qui pardonne mais n'oublie pas. La vie a repris son cours quasi normal dans la capitale régionale du Nord-Ouest, mais l'opération Villemot du lundi rappelle que certaines plaies restent béantes, indique justement notre confrère ce matin, qui constate que le lundi reste encore mort de ce côté-là. Les activités normales ont quelque peu recommencé, mais les plaies restent ouvertes pour ce qui est des différentes revendications. La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale, après cette très belle chanson qu'on vous a proposée, ensuite de la publicité. À présent, ça va être la revue de presse avec Jean-Jacques Gizé, qui est déjà confortablement installé. Peut-être si dans mon cam. Oui. On va tout d'abord, avant d'accueillir Jean-Jacques, souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Armand ce matin, puisqu'ils sont à l'honneur. Je pense au représentant résident de l'IAI Cameroun, M. Armand-Claude Abanda. Je pense à un confrère, grand frère, Armand Okol. Bien d'autres Armand, Jean-Jacques, que vous connaissez certainement. Peut-être Armand Medou, qui est de la CRTV, Armand Medou. Et beaucoup d'autres Armand Mougok, je crois que c'est également son nom. Je veux davantage souhaiter un joyeux anniversaire à une maman. Elle est à l'école d'application de Mora. Maman Djogou Marie-Josette, elle a 50 ans aujourd'hui. Maman Djogou Marie-Josette, on lui souhaite un joyeux anniversaire, un brillant joyeux anniversaire là-bas du côté de Mora. Comme on dit, c'est l'une de mes mamans. On souhaite également un joyeux anniversaire à Stéphanie Mekamgang. C'est une comédienne bien connue au Cameroun. Stéphanie qui a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Elle est à quel âge? Elle n'a pas peur de vieillir, la maman. La maman a un quart de siècle déjà, c'est bien. Elle assume un demi-siècle, un demi-siècle, pas un quart. Elle assume justement ses 50 ans, elle les mérite. Elle fait le travail qu'il faut. Elle a élevé des enfants aujourd'hui qui ont grandi. Naturellement, elle doit pouvoir assurer ses 50 années. Maman Djokou, du côté de Mora, joyeux anniversaire. Stéphanie, 1 an de plus. On va se contenter de tout cela. On lui dit merci pour tout le travail qu'elle fait dans la production cinématographique et autres. On l'a bien connue dans ce rôle de l'épouse de Manolap dans une série à succès au Cameroun qui s'appelait Le Procès, je crois. Aujourd'hui, qu'elle est également coproductrice de ses propres œuvres. En tout cas, joyeux anniversaire. Voilà. Merci, monsieur. La une des journaux parue en kiosque ce jour, Jean-Jacques, on y va tout de suite et maintenant.
Mutation est un sujet qui est relatif à la loi des finances au Cameroun, qui a des conséquences sur la fréquentation des hôtels au Cameroun. Il y a une taxe qui a été arrêtée qui s'appelle la taxe de séjour, qui est en application dans notre pays, qui demande à ce que les clients payent pour le séjour dans les hôtels. Le paiement de cette taxe-là, le coût est de 1 000 à 5 000 francs en fonction justement du standard et du standing de ces différents hôtels. Sauf que cette taxe a citée parmi les causes de la baisse de la fréquentation dans les hôtels au Cameroun. Mutation parle de cette actualité. Le taux de fréquentation en baisse. Maire, cet ancien maire du RDPC qui s'engage à la course à la présidentielle contre le président Paul Biya. Le journal parle là de Paul-Éric Kingué, l'ancien maire de Njombe Penja, qui a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Kanga Info est dans les kiosques ce matin et nous parle de la discipline au sein de l'armée camerounaise. Les décisions qui viennent d'être prises par les autorités militaires. Le MINDEF frappe du poing sur la table. Titre le Kanga Info. Ils étaient une trentaine à avoir manifesté, barricadant la nationale numéro 1 dans l'extrême nord pour revendiquer quelques paiements, mais également la relève immédiate. Les autorités de l'armée, la défense ont rapidement sévi et les sanctions ont été prises, indique Kanga Info, qui parle également de ces crimes au sein de l'Église catholique. À qui profite le crime, interroge notre confrère ce matin. Puis le détective annonce le départ du sol camerounais de celle-là qui occupait les fonctions d'ambassadrice d'Italie au Cameroun. Samuela Isopi fait ses adieux au Cameroun. Le journal consacre en tout cas sa grande une au départ de cette diplomate qui aura quelque peu fait reculer les règles assez rigides de la diplomatie par son attitude, par son engagement, par également, on va le dire, son accoutrement, pas du tout diplomatique. Parfois, il s'en va, Samuela Isopi, avec également des succès qui ont été menés dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et l'Italie. Les adieux, en tout cas, proposés par le journal de Patrick Chua ce matin. Le journal parle également de cette rupture de contrat avec la Camerounaise des eaux, retour aux sources de l'État, titre le détective qui est dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques également de Guardian Post, qui parle de cette interpellation de fils Aya Abin, mais également de ces décisions qui ont été prises à la cour, au tribunal militaire, sur le maintien en prison des leaders anglophones qui passeront devant les tribunaux, le tribunal le 29 juin prochain. On sera ainsi fixé sur le sort qui leur est réservé. Le journal n'oublie pas également cet ancien maire du CPDM, le Cameroun People's Democratic Movement, l'appellation en anglais du RDPC, qui va challenger le président Paul Biya en 2018 lors de la présidentielle. Le cas Paul-Éric Kingué, le quotidien Épervier dans les kiosques ce matin, nous parle de ces réformes qui sont en marche à l'Agence des normes et de la qualité, la NOR, qui ne sera plus subventionné par le ministère des Finances, qui va fonctionner dans une sorte d'autonomie et du coup avec un budget 2017 finalement recadré, indique que le journal en sa grande une ce matin. Une session du conseil d'administration s'est tenue hier ici à Yaoundé avec cette annonce faite par le président Bayrou Fadi, le président du conseil d'administration de la NOR, sur la nouvelle vision et le recadrage désormais du budget en commençant par celui de l'année 2017. Le quotidien Épervier parle également de la situation à l'Église catholique avec ces meurtres entre guillemets en série. Pourquoi imams et pasteurs de leur côté ne sont pas ciblés, interroge notre confrère ce matin, qui annonce également le début de paiement pour les frais de correction relativement aux examens officiels de la session 2017 et lié à la crise anglophone. C'est à lire dans les colonnes de baromètre communautaire qui nous propose un magnifique dossier ce matin sur le mal-être des villes africaines qui semblent présenter pratiquement les mêmes limites, les mêmes problèmes et qui affichent justement ce mal-être qui constitue le défi de l'urbanisation. Selon notre confrère ce matin, le miracle des villes africaines est attendu dans cette lecture proposée justement par Baromètre communautaire ce matin. C'est justement l'urbanisation et l'autre rendez-vous manqué du continent africain. Des clichés de ce rendez-vous manqué sont proposés par notre confrère ce matin, des villes qui baignent encore dans une anarchie pratiquement absolue, avec des services de base qui ne sont pas suffisamment représentés. 86% des citadins
au Gabon. La zone rurale est pratiquement abandonnée. Autant d'éléments proposés justement par notre confrère ce matin qui constate également que les villes sont devenues ou demeurent les forces motrices de développement, même si quelques manquements sont encore observés. Magnifique dossier à découvrir dans les colonnes de baromètre communautaire ce matin. Défis actuels, c'est aussi le défi de la justice au tribunal militaire. Ces leaders anglophones qui vont encore rester en prison. Ils ont été maintenus. Leur demande de mise en liberté provisoire a été rejetée à l'issue de l'audience tenue hier, 7 juin, au tribunal militaire de Yaoundé. Un refus jugé non fondé par leurs avocats qui disent dans les colonnes de défis actuels justement toute leur déception parce qu'au sortir de l'audience du 24 mai dernier, tout était pratiquement clair là-dessus. On allait vers la libération provisoire de ces leaders, dit-on, anglophones. Ils sont maintenus en prison et que Chamberlain Moko, qui a recueilli les interviews, les impressions de Maître Sim, on retient avec cet avocat justement la déception. Le membre du collectif des avocats défendant les leaders du consortium anglophone réagit après le rejet en bloc des 2 demandes de mise en liberté provisoire et de mise sous surveillance judiciaire des leaders de crise anglophone. Comment ont-ils reçu cette décision après cette audience qui aura connu quand même l'entrée en scène de Félix Kongo Agbo Fontem mais surtout de BBC Mancho, pratiquement un superstar au tribunal militaire. Pour le quotidien Émergence, ce rejet de cette demande de liberté provisoire peut avoir une explication. Comment comprendre le revirement de Paul Biya aujourd'hui? C'est le titre choisi par notre confrère en sa grande une. Véritable coup de tonnerre enregistré au tribunal militaire lorsque le président du tribunal a refusé de rendre le verdict permettant la libération de Maître Agbo Bala et Dr Fontem Neba. Voici pourquoi le gouvernement a fait marche arrière, précise notre confrère ce matin, qui dit que le gouvernement était entré en négociation avec ses leaders anglophones. Le chemin vers la libération provisoire était même déjà connu et même apprend-on avec le quotidien Émergence ce matin que ces leaders anglophones devaient être employés entre guillemets dans le cadre d'une campagne d'apaisement qui devait être menée sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Interroge le quotidien Émergence ce matin qui se fondant sur quelques informations venant de la prison ici à Yaoundé. Apprend-on que le gouvernement, disent ses représentants des leaders anglophones, n'a jamais été honnête, d'où peut-être ce revirement qui est observé devant le tribunal militaire. À lire dans les colonnes du quotidien Émergence qui nous parle également de ce Conseil supérieur de la magistrature qui pourra sceller le sort de quelques magistrats. Dans les kiosques également à découvrir la grande une de Le Messager qui parle également de ces leaders anglophones qui resteront en prison. Pour être un peu plus clair avec les décisions qui ont été prises par le tribunal militaire hier, le journal de Fepus Diawé revient sur cette actualité. Ils vont rester en prison. Là, après également, le fils de Paul Aya Aben a été interpellé au tribunal militaire. Justement, quelques premières informations proposées par Le Messager indiquent qu'il aurait été surpris en train de faire des images à l'intérieur de cet espace judiciaire. Son papa, lui, Paul Aya Aben, qui a été justement envoyé, comme on le dit trivialement, à la retraite à l'issue des textes qui ont été lus hier au sortir du Conseil supérieur de la magistrature. À lire également dans les colonnes de la presse ce matin, la grande une de la Nouvelle Expression, le journal de Séverin Tchunke qui nous parle justement de cette parole ou de ces paroles prophétiques d'un pasteur, celle de Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda, parole prophétique d'un pasteur obligé à revoir le contenu d'un ouvrage qui était pratiquement bouclé également et qui devait faire état de quelques mots-clés, mots M-O-T-S, mais également les mots M-A-U-X dans le fonctionnement de l'Église catholique. Titre La Nouvelle Expression en sa grande une ce matin qui parle également de cette crise anglophone et la surveillance judiciaire qui a été refusée aux leaders. Dans la presse également, Info Matin revient sur cette information venant du ministère des Enseignements secondaires qui confirme ainsi le déblocage d'un pactole spécial pour l'organisation des examens de fin d'année pour la session 2017. Décision prise par le chef de l'État. Ce pactole spécial qui a été mis à la disposition du ministre de l'Enseignement secondaire
et qui annonce justement le début de paiement pour les droits de quelques personnels engagés dans ces opérations d'examen 2017. Le début des paiements sur l'ensemble du territoire national, c'est à partir d'aujourd'hui. Concernant le décès de Monseigneur Jean-Marie Benobala et Tundi Ngwa, appel à la retenue, peut-on lire également dans les colonnes d'infos matin. Ce matin, le journal qui nous rappelle aussi ce décès aussi tragique et dans des conditions qui restent troubles du côté du coupé Manengouba. C'est un autre prêtre qui a été retrouvé mort dans ses appartements dans des conditions mystérieuses, indique le journal Info Matin. De Poste retrouve en tout cas l'information déjà proposée par le messager ce matin concernant le fils de Paul Aya Abin qui a été interpellé hier au tribunal militaire, apprend-on justement, et l'information barre la une de Poste Weekender ce matin qui nous parle également de ce